faces. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top. Amis aficionados, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Vous le voyez à nouveau, comme la semaine dernière, on a décidé de prendre la clé des champs avec Alain Bonnet et de partir à nouveau à la rencontre d'une grande famille, d'une grande manade, de grands personnages de la course camarguaise. Au milieu des chevaux, au milieu des taureaux, on est ici à la manade Blatière-Bessac. Il y a des endroits magiques, des endroits reculés de tout en Camargue où la nature est encore comme elle était il y a quelques siècles de cela. Ici, aux Iscles, si on enlève le petit C, ça fait les îles. Au milieu de l'étang du Scamandre et du Charnier se trouve la manade Blatière-Bessac, une petite île au milieu des étangs. C'est là où nous nous trouvons et c'est ce que nous allons essayer de vous faire découvrir aujourd'hui. d'Alfred Blatière, au début du siècle dernier, créateur de la manade jusqu'à Laurent et Pierre Bessac. Aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire de cette famille, d'une vie pour la passion des taureaux et la passion des chevaux. Pour nous accompagner au travers de cette découverte, Robert Faure, écrivain qui a réalisé un ouvrage sur la manade et la famille Blatière, sera à nouveau de la partie avec nous pour nous accompagner. Il sera également avec Émile Legrand, photographe taurin-silanais et amateur de la devise des Blatières depuis toujours. Et puis bien sûr Jacques Blatière, le propriétaire de l'élevage, qui sera tout au long de la journée notre guide dans cet endroit magique. Voilà, on se retrouve au chaud devant la cheminée. Merci d'avoir pensé à nous, Jacques, pour ce petit feu de bienvenue avec notre ami Robert Faure qui est à nouveau là cette semaine pour parler de la manade Blatière et qui a mené cette fois son livre sur les Blatières. Oui, la dernière fois j'avais fait l'impair, j'avais oublié le bouquet, mais ce coup-ci j'y ai pensé. Pour nous accompagner aujourd'hui aussi dans cette émission, Émile Legrand, photographe taurin depuis des décennies en Camargue et puis surtout défenseur de la devise Blatière. Bonjour et bienvenue pour la première fois dans l'émission Noir et Blanc. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc c'est toujours pour moi un véritable plaisir que de parler de taureaux et de photos, bien sûr. Alors tu l'as dit, j'ai plusieurs casquettes. J'ai celle de photographe, mais aujourd'hui je crois que celle que je souhaiterais mettre en avant, c'est l'ami de la devise, l'ami de la marque. Donc merci de m'avoir invité pour une telle occasion. Et puis bien sûr Jacques Blatière, propriétaire de la manade Blatière-Bessac. On a réparé une gageure, c'est la 141e émission de Noir et Blanc, on ne l'avait jamais invité. Aujourd'hui c'est nous qui nous déplaçons pour venir vous rendre visite, Jacques. Je suis sensible au fait que vous m'ayez proposé de venir faire une émission sur la manade Blatière. Il est vrai que l'occasion ne s'était pas présentée. Je ne pense pas qu'il y avait d'a priori contre la manade Blatière, te connaissant un peu comme je te connais, mais l'occasion ne s'était pas présentée, donc il fallait attendre. Et aujourd'hui, malgré le temps, malgré que pour faire de l'image en extérieur, c'est pas évident, comme nous le disons, la pluie, le froid, l'hiver qui est assez rigoureux, on laisse les hommes de terrain travailler en paix, s'occuper des bêtes. Et nous contentons un petit peu d'essayer de voir ce qu'est la manade Blatière depuis maintenant plus de 90 ans, avec toute l'histoire qui peut l'entourer. Jacques, on va repartir au début des années 1900, puisque la manade a été créée de manière effective en 1921, et c'est votre grand-père Alfred qui est à l'origine de tout ce qu'on va pouvoir vivre et découvrir aujourd'hui. Et cela a bien été décrit dans le livre que présente Robert Faure. Mon grand-père qui est décédé en 1960, moi j'avais 20 ans, j'avais 19 ans, et je regrette encore de ne pas l'avoir assez interrogé sur les motivations un petit peu de vouloir acheter des taureaux. En 1921, mon grand-père avait 45 ans. Il avait deux fils, un tout jeune qui s'appelait Alfred comme lui, et son fils aîné, Arthur, qui était mon père, qui avait 13 ans quand il a acheté des taureaux. C'était il y a eu une grande flambée après la guerre de 14-18, tous les dégâts qu'ont pu faire une guerre comme ça. Je crois que le peuple méridional s'enflammait un petit peu pour la tradition, pour la culture. On venait de vivre l'époque mistralienne. Le marquis de Baroncel avait régénéré tradition, folklore et tout ça. Et puis après était né pendant la guerre de 14, alors que le manadier était sous le front, le manadier Granon. Je m'entends et je parle du sanglier, enflammer le monde aficionado. Il faut savoir que sanglier faisait 15 à 20 000 personnes aux arènes de Nîmes.
avec les moyens de locomotion d'après-guerre de 14. C'était le vélo, c'était pas le stop ni le TGV, c'était éventuellement la locomotive à vapeur qui faisait Montpellier, qui venait de Marseille peut-être. Mais il faut savoir que le sanglier faisait 15 à 20 000 personnes. Je crois que ces deux phénomènes, Baroncelli et Granon un petit peu, et mon grand-père qui déjà était attaché à tout ce qui était tradition, folklore, tradition mistralienne, nation gardienne, enfin, tout ça, s'est motivé malgré qu'il ait une autre activité, parce que dans la famille, la manade a toujours existé, mais à côté, bon, il y a toujours eu, on a été agriculteur, on a été viticulteur, on a été transporteur. Alfred, vous avez démarré le livre bien sûr sur ce personnage emblématique et créateur de la manade. Je crois qu'à l'origine, la famille Blatière était tonnelière, je ne sais pas si ça se dit, du côté de l'Avonage. Oui, comme j'ai pu le savoir, la famille Blatière était une famille de tonneliers, mais Alfred Blatière était un homme qui était très énergique et qui allait toujours de l'avant. Donc au bout d'un certain temps, je suppose que ce métier lui a pas suffi, et il a eu des visées autres et s'est dirigé dans le transport, entre autres avec ça a été le premier transporteur de la source Perrier, car il s'était lié d'amitié avec le fondateur de la source, Lord Hamza, qui était propriétaire des Bouillants, du terrain des Bouillants, et leur coopération a duré pendant des années. Et Lord Hamza avait demandé à Alfred Blatière de lui transporter toutes les bouteilles avec tout ce qui sortait de la source Perrier. Et c'est comme ça que la famille a évolué vers une certaine aisance, si on peut dire. Ensuite, il n'en a pas eu encore assez avec ça, mais tout en étant transporteur de la source Perrier, il avait fondé on peut dire, une entreprise de produits agricoles qui a perduré jusqu'aux années 30 environ. Et après, bon, comme le disait Jacques tout à l'heure, donc son grand-père était vraiment très empreint de tradition. Il était proche du marquis, enfin, il était certainement ami de Granon, et c'est ce qui lui a donné l'idée de créer la manade en 1921. Parce qu'il était passionné de taureaux en fait. Et c'est il a commencé à acheter des vaches à Granon, il a ensuite acheté des vaches à Monsieur Gourdon de Vauvert, et 10 ans après la création de la manade, les vaches de Blatière étaient considérées comme une course importante déjà. En peu de temps, il est arrivé à former une bonne ossature de manade, quoi. Alors, Jacques, vous parliez de la naissance de la manade au début ou après la Première Guerre mondiale. La manade est réellement, en tout cas en termes de notoriété de tout le pays camarguais, vraiment née après la Seconde Guerre mondiale et la Grande Royale de la manade Blatière. Oui, après des succès en 1935 déjà, puisque le premier Vergédois, parce qu'on fait référence à beaucoup de Vergédois, la manade, il y en a eu 3 de renommée sérieuse. Donc en 1935, le premier Vergédois obtient des succès notoires, tant à la Cocarde d'Or qu'à la finale de Châteaurenard, il participait déjà. Donc cela devait être encourageant pour mon grand-père et pour ses 2 fils qui étaient grandissants. La guerre de 39-45 arrivant, les activités tauromachiques, enfin, de bovines, automatiquement sont beaucoup plus calmes, ce qui n'empêche pas les manadiers de conserver, malgré que des bêtes furent abattues pour les Allemands. Enfin, ça a été une période assez dure à vivre. Des animaux avaient été réquisitionnés pour être abattus, mais les manadiers avaient essayé quand même de conserver du cheptel intéressant. Et après 45 et 46, quelques taureaux jeunes se révèlent, et ces taureaux jeunes s'avèrent être des taureaux assez extraordinaires, puisque dans l'histoire de la bovine, la royale de Blatière des années 47, 48, 49, 50 était assez extraordinaire. 50 étant une date fixe, enfin une date importante, puisque c'est l'année de l'accident, après un succès triomphal dans les arènes de Nîmes. Cette royale, le char bétalière qui ramenait les taureaux aux Iscles, fut happé par la Micheline à l'entrée de Vauvert, au passage à niveau qui n'était pas garé, et de là se produit l'accident.
Justement, Jacques, puisque vous parlez de cet accident dramatique, on va vous retrouver un pays juste à côté du Mas, où se trouve la tombe de Gandar que vous avez voulu garder auprès de vous, parce que vous habitez ici que depuis 10 ans. Gandar était sur une autre propriété que vous avez vendue, mais vous avez tenu à ramener les ossements et bien sûr la stèle du taureau ici au plus près de vous. Donc Jacques, là, on se retrouve devant la tombe de Gandar, peut-être le plus célèbre taureau de la manade, 1952-1963, ça fait 21 ans de vie. Tout à fait, 21 ans de vie. Gandar était mon cadet d'1 an, puisque je suis un 41 pour ne rien vous cacher. Et donc j'ai grandi avec lui, mais il a grandi plus vite que moi, puisque les taureaux prennent 4 ou 5 ans chaque année, alors que moi j'en prenais un. Mais enfin, j'ai été nourri un petit peu dans mon affition par Gandar, qui était quand même un taureau, le taureau vedette de la manade et un des taureaux vedettes de la fameuse époque. C'était l'après-Vauveau, c'était Cosaque, c'était Régisseur, il y avait une pléiade, Carretier et Jeannot d'Émile Billot, une pléiade de grands cocardiers. Et Gandar, qui, malgré son handicap, puisqu'il n'avait qu'une corne suite à l'accident, Gandar a été, parmi ces taureaux, un des plus adulés, un des plus remarqués, puisqu'il obtint lorsque les journaux, le journal La Provence, le Provençal, c'était à cette époque-là, lorsque le journal Provençal avait créé le fameux trophée et le fameux Biaud d'or, Gandar fut le premier titré. Suite, la première année, ça avait été une royale, puisque le Biaud d'or était attribué en priorité. La première idée était de primer une royale. Ça avait été la royale d'Émile Billot avec Carretier, Jeannot, entre autres. C'est finalement le premier Biaud d'or. Et l'année d'après, la commission du trophée avait décidé de l'attribuer au meilleur taureau de l'année. Et c'est Gandar qui fut choisi parmi les Cosaques, Vauvaux, Régisseur, Lopez, évêques, voire autres, Jeannot. Alors Gandar, c'est surtout un mythe, un petit peu comme l'ont été les joueurs de Manchester United qui avaient été décimés dans un crash aérien. Là, Gandar, c'est pas un crash aérien, c'est le camion qui s'est fait heurter par une Micheline à Vauvert. Tout à fait, Gandar, la course royale de Blatière pour les vendanges, après les vendanges, couvrait dans les arènes de Nîmes, lundi. C'était la fête un petit peu après les vendanges. Les aficionades, les gens allaient faire le marché à Nîmes, et la direction avait organisé la fameuse Royale de Gandar qui triomphait depuis 2 ou 3 années. Lunel, Château, Arles, Beaucaire, etc., avait été programmée avec 6 valeureux cocardiers qui accompagnaient Gandar, et au retour, en traversant Vauvert, le passage à niveau avait été oublié d'être fermé. Il n'y avait pas de visibilité. Le camion s'est engagé sur la voie, et la Micheline, qui rentrait de Nîmes avec moultes aficionades de Vauvert, des Margues, du Quellard, de Saint-Laurent-des-Gouzes, d'Aigues-Mortes et du Gros-du-Roi, puisque c'était sur la ligne Nîmes-le Gros-du-Roi, percuta le camion, le traîna sur 30 ou 40 mètres. Là-dedans, trois taureaux sont morts sur le coup, notamment Vanneau, qui était le cocardier vedette, qui était le 4e de la course, ne put se relever. Il fut abattu dans l'abattoir qui était proxime du lieu de l'accident. Un Simbel aussi fut abattu, et puis après un autre taureau plus tard était déhanché, celui-là aussi. On dut le faire tuer. Gandar, lui, les cordes et les liens qui l'attachaient dans le camion furent cassés. Et il partit tout seul dans la nature, comme Mécano d'ailleurs, qui participait à la course. Mécano, s'il était le plus malin et le plus dégourdi, le lendemain matin, il se retrouvait aux Iscles, quasiment sain et sauf. C'est celui qui avait rien. De Vauvert, il est venu. De venir à Vauvert, il était revenu. Les bêtes avaient l'habitude de transhumer beaucoup plus que maintenant, de transhumer à pied. Et Vauvert, les Iscles, par le pont des Touradons et la Tour d'Anglas, ça fait une demi-nuit pour un taureau au petit trot, au petit pas. Vous êtes sûr qu'il a pris le pont? Oui, non, il n'a pas gazé. Ils avaient l'habitude de prendre le pont des Touradons, et il avait pris le pont des Touradons. Quant à Gandar, lui, épuisé, fatigué du fait de son accident, puisqu'il avait eu cette corne arrachée, la tête toute sanguinolente, il avait eu un tendon cassé, des côtes cassées. Il était descendu gentiment dans le pré de la ville. C'est actuellement où se trouvent les taureaux de la manade Fonfone. Et c'est là que notre gardien, alla le récupérer, le lendemain, 3 ou 4 jours après, avec un cheval. Il prit Gandar et ils descendirent tous les deux, un devant, un derrière, le poussant gentiment jusqu'aux Iscles. Et ici, encore, on n'était pas organisé comme maintenant, il n'y avait pas de tourisme. Enfin, mon père et mon oncle, qui étaient à la fleur de l'âge à ce moment-là, avaient aménagé une case où chaque jour il fallait soigner Gandar. C'était faire désinfecter un petit peu cette plaie crânienne, parce que la corne avait été arrachée jusqu'à l'os frontal. C'était assez effrayant, et plus
les coups, les côtes enfoncées, une plaie à la jambe. Sa carrière était vraiment fort compromise. Et j'ai certains articles d'ailleurs qui disent reverra-t-on un jour courir Gandar? Il s'avère que la nature de ce fameux cocardier, sa volonté, l'année d'après, il reprit la piste, il recourut l'année d'après dans le courant du printemps à Lunel. Il n'était pas en pleine forme, mais je me souviens d'un article de Pierre Vignon, qui était chef de chronique à Midi Libre, qui avait dit Gandar retrouvera sa notoriété. Et en effet, Gandar reparti pour sa carrière, une année d'acclimatation avec une seule corne. Et vous en parleriez à certains anciens rasetteurs ou certains aficionados qui l'ont notamment connu, en parlant toujours avec beaucoup d'émotion, autant que moi peut-être. Le Mas des Isques a toujours été le siège, pour ainsi dire, de la manade blatière, puisque la manade y passe les 3/4 de l'année, voire plus maintenant. Et Gandar, sa place était là au milieu de nous, parce que moi je suis attaché. Gandar, sa place est dans mon cœur, elle est dans le cœur avant tout. Mais symboliquement, on a conservé cette stèle avec quelques ossements. Et Gandar, c'est le rayonnement, c'est la manade blatière. Gandar, c'est le symbole de mon grand-père, parce qu'il était majestueux comme lui. C'était la pugnacité de mon père. C'était quand ça bardait en piste, il était enflammé comme mon oncle Frédou. Je parle là à vous, jeunes aficionados, cher ami Mallet, mais pour ceux qui l'ont connu, Gandar c'était ça. Il représentait vraiment les blatières, et actuellement ça en est le symbole. Ces très grandes années de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est peut-être vos premiers souvenirs d'aficionado, parce que vous n'étiez pas vieux du tout à ce moment-là. Non, ce sont mes premiers souvenirs, c'est sûr. Et c'est vrai que peut-être un des premiers souvenirs que j'ai, c'est celui de Gandar, mais pas en piste. Puisque moi, dans les années 50, j'avais 4-5 ans, donc il était encore un peu tôt pour que je sois sur les gradins. Mais par contre, j'habitais un mas au Kellar qui s'appelle les Mauvinettes, et c'était le pâturage d'été de la manade blatière. Et donc, j'ai connu Gandar pratiquement sur sa fin de carrière. Et j'avais la chance de pouvoir aller admirer Gandar sur les prés des Mauvinettes. Alors, on se touchait, le mas et pâturage de blatière se touchaient. Je pourrais expliquer que c'est comme ça aussi que je suis rentré un peu par le biais un peu dans cette famille de la manade blatière, puisque j'ai épousé la fille du gardien que j'ai connue dans ces circonstances-là. Et donc, j'allais me cacher dans un fossé qui séparait les deux propriétés, et je laissais dépasser ma tête, et j'avais Gandar là qui commençait à se faire vieux, qui n'allait pas pâturer avec le reste de la manade, et qui restait là aux abords du masé, donc de la manade blatière. Et c'est comme ça que j'ai admiré Gandar pendant des heures et des heures, pendant que la manade mangeait ailleurs, et c'est là que j'ai vu Gandar. Et ce sont des images qui me sont restées. Alors après, bien sûr, il y a les rapports que j'ai pu avoir avec la famille Blatière, et Jacques en particulier, et qui ont aussi, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure aussi, mené à la décision que j'étais amené à prendre le jour où on a statufié Gandar, puisque c'est moi qui ai pris la décision et qui ai mené à bien cette opération. Alors il y a quelques semaines de cela, on recevait quelques anciens raseteurs de l'amicale. Il y avait Martin qui a raseté Gandar, il y avait Roger Pascal aussi qui était sur le plateau. Et Robert, je crois que vous avez un souvenir de Gandar et Roger Pascal ensemble en piste. Ou alors c'est pas une anecdote personnelle, puisque c'est quand je suis allé voir Roger pour écrire le livre justement, qui me raconte certaines anecdotes, et lui m'a dit, figure-toi que quand j'ai commencé à raseter, j'avais 2 ou 3 ans de rasé, et on parlait de Gandar, c'était le taureau mythique déjà, il fallait le raseter. Alors, quand j'en ai parlé à Charles Filane, je lui ai dit, écoute Charles, je vais essayer de raseter Gandar. Charles il a dit, malheureux, attends d'être mieux aguerri. Si tu commences à raseter Gandar, je te garantis que tu risques d'y laisser des plumes. Je ne l'ai pas écouté. Et je lui ai fait, dans toute sa carrière, je lui ai fait un seul rasé. C'était à Lunel, il m'a dit. Et quand j'ai démarré, j'ai cru que j'arriverais. Je suis arrivé à la barrière à catastrophe. Le taureau m'a enfermé comme pas possible. Il a passé la tête au-dessus des barrières en essayant de m'attraper. Il m'a dit, c'est le seul rasé à Gandar que j'ai fait de toute ma carrière.
Ça a été fini, j'ai été vacciné et j'ai plus jamais raté Gandar. Si j'avais su, j'aurais écouté Charlie Fidani. Jacques, grâce à vous, des images de Gandar, on en a récupéré aujourd'hui. Vous aviez une vieille cassette, c'est des images des années 50. On vous remercie. On va vous montrer en image, peut-être beaucoup de gens, beaucoup plus jeunes, n'ont jamais vu en image animée ce qu'était Gandar, de l'histoire et de l'anthologie de la course camarguaise en images. Merci encore pour tout cela, Jacques. Les années 50, c'était à Nîmes et dans d'autres arènes Gandar. Rasseteurs et spectateurs ici discutent de quelque chose de très important et je pense précisément qu'ils devaient discuter de la sortie de ce cocardier qui est le cocardier le plus extraordinaire que nous ayons jamais connu. Ainsi que vous le voyez, le malheureux n'a qu'une corne. Il a perdu l'autre dans un terrible accident de chemin de fer. Le char qui le ramenait dans ses pâturages, lui et six de ses congénères fameux, le char qui le ramenait dans ses pâturages fut emporté à un passage à niveau par un rapide et 3 des cocardiers qui étaient dans ce char perdirent la vie tandis que lui perdit sa corde et on pensait bien qu'il en mourrait. Mais non, il a supporté cette effroyable blessure pour devenir le cocardier le plus intelligent, le plus remarquable qu'on ait jamais vu. Ce qui paraît un paradoxe de dire d'un cocardier qu'il est intelligent, mais celui-là l'est beaucoup. Se promenant de ce petit pas tranquille, olympien, supérieur, que vous voyez ici, il a blessé beaucoup de raseteurs, les surprenant, alors que ceux-ci ne se méfiaient plus de ce ton bonasse qui était le sien. Celui-ci, lui, ne frappe pas contre les planches, trop malicieux, trop rusé, trop intelligent, vous disais-je tout à l'heure. Mais il passe la tête de l'autre côté avec elle, vers farouche, et puis, remarquez-le, et vous verrez qu'il ne met pas la tête du côté où il n'y a pas de corne. Il passe toujours la corne gauche, parce que c'est véritablement la corne meurtrière. Cela se dispute pour une cocarde ou un gland. Mais ce n'est pas ça qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est le taureau dont il faut suivre l'évolution au cours de son quart d'heure qui reste en piste, se rappeler de cette évolution et juger à la suivante ce qu'il a fait de bon ou de mauvais, s'il s'est amélioré, s'il s'est perfectionné et s'il a encore mieux lutté que la fois précédente. Voilà ce que nous venons chercher, les amateurs de la course libre, de la course à la cocarde dans ces arènes, et ainsi dans les arènes des Saintes-Maries de la Mer, parce que c'est là que le Beauvau est né, a vécu, triomphé, et où il est mort. Voici Gandar. Lui est mort il y a 2 ou 3 mois à peine, et l'an dernier encore, il a fait la joie de nombreux amateurs de taureaux. C'est pas tellement aux barricades qu'il était brillant, malgré qu'il soit brillant aux barricades, vous venez de le voir. Mais son intelligence dans le rond, qu'il aurait fallu pouvoir vous montrer, malheureusement, la caméra ne l'a pas permis. Mais par ce qu'il fait dans les poursuites, on peut voir tout de même que ça a été un très grand cocardier. Ces derniers coups de barricade vous permettent précisément de voir qu'il mettait bien la corde meurtrière quand il arrivait à la poursuite de l'homme. Le voilà dans les grandes arènes d'Arles, la capitale de la Provence tauromachique, faire des coups exceptionnels. Là, non seulement il poursuit l'homme, mais le ramène dans le rond. Fort heureusement, il a été attiré par d'autres raseteurs qui l'ont inquiété de notre côté, et il a laissé l'homme qu'il venait d'attirer dans la piste, il a délaissé pendant l'espace d'une seconde le temps pour le raseteur de se tirer d'affaire. Mais celui-là aussi fait des coups de barricade. Vous voyez, celui-ci, s'il est extraordinaire, c'est sur ces derniers coups de barricade que s'achèvera ce film.